Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous avons la chance de pouvoir entamer la deuxième table ronde sur l'un des grands enjeux autour des crises comme accélérateur de tendance. Et notamment, on a pu voir que la crise avait eu des conséquences importantes sur la mondialisation, que ce soit en termes de résilience ou en termes d'impact écologique. Et donc, pour discuter justement de la démondialisation afin d'échanger plus durablement, nous avons la chance de recevoir plusieurs intervenants. Donc, Renaud Bellet, qui est conseiller relations institutionnelles chez MBDA, Luc Le Sénécal, qui est président de Tricot Saint-James et de l'Institut national des métiers d'art et des entreprises du patrimoine vivant. Isabelle Méjean, qui est professeure à l'École polytechnique et qui a été élue meilleure jeune économiste 2020, et ainsi que Jean-Luc Proutat, qui est économiste chez BNP Paribas. Avant de commencer à débattre et de poser des questions concrètes sur le sujet, Isabelle Méjean va pouvoir nous faire une brève présentation des enjeux autour de la durabilité qu'on va aborder sous deux aspects. Et ensuite, chaque intervenant pourra réagir à cette brève présentation de 5 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et donc, merci pour l'organisation de cette table ronde qui est effectivement en plein dans les sujets d'actualité autour des questions de mondialisation, démondialisation qui ont été très présentes, je dirais, dans les débats autour des conséquences économiques de la pandémie, puisque finalement, cette pandémie a été un facteur révélateur des interdépendances internationales. D'abord parce que la propagation de l'épidémie s'est faite via la mobilité internationale des individus et c'est pour ça que la pandémie s'est propagée et que les variants se propagent aussi rapidement malgré les difficultés actuelles sur la mobilité internationale. Et puis le deuxième élément, c'est la désorganisation complète du commerce international qui est liée au traitement économique et aux conséquences économiques de la pandémie, qui a finalement révélé à quel point toutes les économies riches et moins riches sont dépendantes du reste du monde pour la production d'un certain nombre et de la quasi-totalité des biens de consommation. Donc ces interdépendances et les difficultés liées à ces interdépendances, elles se sont traduites par un certain nombre de phénomènes de pénurie. On se souvient évidemment de ce qui s'est passé avec les masques au début de la pandémie, plus récemment les difficultés d'approvisionnement sur les vaccins. Donc tous les objets nécessaires au traitement de la pandémie ont fait face à une augmentation très forte de la demande et donc à des difficultés d'approvisionnement. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est des dérèglements dans le fonctionnement de la production mondiale et des chaînes de valeur internationales qui donnent lieu à des phénomènes de tension à différents points des chaînes de valeur, ce qu'on a aujourd'hui avec les semi-conducteurs dans l'automobile ou bien les tensions plus généralement sur les matières premières actuelles. Donc finalement, la pandémie a été une sorte de révélateur de choses qui sont assez connues d'un chercheur en économie internationale, c'est que s'ouvrir et produire dans une économie mondialisée, ça veut dire être interdépendant et donc être dépendant du reste du monde et ce qui a été révélé finalement de manière cruelle à l'occasion de cette pandémie. Donc à partir de là, il y a eu de nombreux débats sur les questions de mondialisation. Est-ce que finalement on n'est pas allé trop loin dans la mondialisation? Et je pense que c'est des choses dont on va discuter dans cette table ronde. Le choix a été fait d'axer le débat plutôt sur la question du futur, quelle mondialisation et quelle mondialisation plus durable, avec deux volets principaux. Un volet durabilité environnementale, comment finalement est-ce que la mondialisation peut accompagner la transition écologique. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement de débat sur le fait que les grandes entreprises, l'économie mondiale et puis en particulier les pays riches doivent opérer une transition écologique pour transitionner dans un mode de consommation qui est plus durable. C'est évident que la mondialisation a un rôle à jouer, puisqu'aujourd'hui, c'est à peu près 50% de l'empreinte carbone de notre consommation qui porte sur des produits qui ont été produits à l'étranger. Donc, clairement, le commerce international a quelque chose à voir là-dedans. La question principale, et je pense qu'on va en discuter sur ces questions de durabilité de la mondialisation, je pense qu'elle porte vraiment sur les questions d'instruments. Quels sont les bons instruments pour une mondialisation plus durable? Et là, évidemment, la réponse est difficile, puisque la mondialisation, c'est à la fois plus de CO2 quand on transporte des objets sur des distances importantes,
Mais c'est aussi beaucoup d'économies de CO2 quand on se spécialise et qu'on produit à plus grande échelle. Donc choisir le bon instrument, c'est pas du tout évident, hein. Démondialiser est pas suffisant pour produire, de manière, soutenable, du point de vue environnemental et donc on va aborder ces questions dans cette table ronde. Le deuxième volet, c'est le volet, résilience, hein, qui est un terme qui est devenu, assez à la mode dans cette, pandémie, qui, concerne, peut-être la manière dont on a réalisé, sans doute un peu tardivement, de d'une forme de fragilité de nos modes de production. Les modes de production, mondialisés sont aujourd'hui faits dans des modes de production très fragmentés, qui sont à la fois une source de très forts gains de productivité. La manière dont on produit aujourd'hui dans les chaînes de valeur mondiales, c'est une source très importante de gains de productivité et ces gains de productivité, ils se matérialisent sous forme de gains de pouvoir d'achat pour les consommateurs. Donc c'est vraiment le cœur des gains de la mondialisation dont on parle ici. Mais la contrepartie de ces gains de productivité, ça a été une forme de fragilité qui est liée à la très forte concentration de la production dans ces chaînes de valeur mondiales. Et donc, c'est cette concentration, hein, finalement, qui donne lieu à des problèmes de pénurie dans des moments où il y a des modes de production qui sont un peu désorganisés. Donc ici, la question, hein, c'est un peu comment atteindre un mode de production mondialisé plus résilient. Et ici, ben, de nouveau, il va y avoir de nouvelles, nombreuses questions qui vont sans doute être abordées. D'abord, la question de quel type de risque est-on prêt à supporter et quels sont les risques qui aujourd'hui nous semblent inacceptables. La question du niveau de la gestion de ces risques, est-ce que c'est des questions de gestion d'entreprise, de management du risque au sein des entreprises ou est-ce qu'il y a un besoin d'intervention publique du fait d'externalités possibles? Et puis, le dernier point sur la résilience, de nouveau, quels sont les bons instruments? Comment faire pour atteindre des modes de production plus résilients? Voilà, je pense que j'ai atteint l'objectif qui était d'introduire toutes les questions et maintenant je laisse la parole à mes copanélistes. Oui, effectivement, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, on a pu le voir, il y a 2 enjeux autour de la mondialisation et de la durabilité des échanges. Il y a un enjeu d'abord autour de la mondialisation, des chaînes de valeur et donc finalement de la résilience, et un autre enjeu autour d'une mondialisation peut-être plus durable avec cette durabilité des échanges. Aujourd'hui, on peut le voir, on a des économies qui réouvrent, on a une épidémie qui commence peut-être à se restreindre, et donc on a des échanges qui se multiplient. Et je crois que c'est finalement là-dessus que vous aimeriez intervenir pour parler de la durabilité des échanges vers le côté écologique, Jean-Luc Prota. Donc je vais vous laisser la parole. Merci. Oui, merci. Alors, je voulais juste, avant de me projeter avec mes copanélistes, juste revenir sur ce qui a été dit par Isabelle, qui est que cette crise sanitaire, en fait, finalement, est intervenue à un moment où on échangeait beaucoup et peut-être probablement on était à un pic historique quasiment des échanges dans le PIB mondial, donc vraiment une phase de mondialisation très aboutie. Hem, qui est parti à peu près peut-être, on peut la dater du début des années 80. Mais en 2019, avant que l'épidémie ne survienne, on échangeait énormément. Je vais juste donner les chiffres, comme ça permettra peut-être de bien les avoir en tête et puis, le commerce mondial en 2019, c'est 24 000 milliards $, hein. Donc, c'est absolument considérable pour un PIB qui fait 90 000 milliards de dollars. Donc, on échange à peu près 27% du PIB. Et encore beaucoup quand même de biens manufacturés, il faut le dire, hein. C'est 80% des échanges. Le poids des services augmente, mais ça reste encore dans l'échange international une portion minoritaire. Donc, on en était là, hein. Et c'est pas la première fois d'ailleurs en 2020 qu'on a vu le commerce international s'effondrer. On avait déjà connu ça il n'y a pas si longtemps finalement, en 2009, après la crise financière. Et il s'est passé déjà quelque chose d'intéressant à l'époque qui est enfin, on a eu un peu les mêmes genres de questions qui sont intervenues. Alors c'était moins sur l'aspect climatique, un peu plus sur l'aspect financement des échanges, parce qu'on n'était pas allé trop loin, parce qu'on n'avait pas atteint une certaine forme d'excès. Ce qu'on peut dire, c'est qu'après 2009, la tendance du commerce international s'est quand même infléchie. C'est-à-dire que je parlais de cette vague de mondialisation qui vraiment atteint quasiment un sommet en 2019, mais on y était déjà quasiment juste avant la crise financière.
C'est-à-dire que vous avez vraiment une période probablement inédite dans l'histoire de progression des échanges mondiaux, notamment très accélérée par l'entrée de la Chine dans l'OMC au début des années 2000. C'est là vraiment qu'on a vu le commerce international partir de l'avant. Avec des flux d'investissement direct étrangers. On parlait de l'imbrication des chaînes de valeur, évidemment, ça a été aussi la très grande période d'explosion des flux d'IDE croisés. Ça s'est cassé la figure en 2020, pour les raisons évidemment bien évidentes. Peut-être, en fait, et pour un peu lancer le débat, on redémarre très fort en 2021. Et ça, c'est une petite différence. Alors, on avait redémarré en 2010, c'est-à-dire qu'il y avait eu un rebond très, très fort du commerce international en 2010, après le creux de 2009. Mais là, ça va vraiment presque au-delà. C'est-à-dire que, évidemment, tout le commerce n'a pas redémarré, et notamment les commerces de services. Et parmi les services échangés, il y a quand même beaucoup, évidemment, d'activités liées au tourisme et aux loisirs. C'est quand même le gros du paquet. Derrière, vous avez les services financiers, ce genre de choses. Mais ça, évidemment, ça n'a pas redémarré. Et d'ailleurs, il sera intéressant de voir ce qu'on dira lorsque ça redémarrera, parce que c'est générateur, évidemment, d'émissions de CO2. Mais le commerce des biens manufacturés, probablement pour les raisons qui avaient été évoquées par Isabelle Méjean, qui est que on a eu besoin en fait de beaucoup d'approvisionnement en un certain nombre de produits qu'on savait pas produire chez nous, qu'on savait plus produire chez nous. Quand on regarde les chiffres de 2021, point numéro 1, le poids des échanges de biens manufacturés dans le PIB est supérieur à celui de 2019. Donc, en fin d'année, c'est ce qu'on devrait retrouver. Et on a des volumes d'échanges qui dépassent les niveaux de fin 2019, ça démarre très fortement. Point numéro 2, le grand gagnant, c'est la Chine. La Chine, qui voyait notamment assez tendanciellement la part de ses exportations dans le PIB s'effriter, voit un rebond de ses exportations, des records de commerce, au niveau de la balance commerciale, la balance courante, qui génère d'ailleurs une très forte appréciation du yuan. Ça sera intéressant peut-être de voir entre nous si c'est durable ou pas, parce que la Chine, finalement, obtient ce rebond précisément sur des produits qu'on n'a pas encore été capable de mettre, peut-être de relocaliser, toutes ces choses dont on parle, mais sur lesquelles, par exemple, le plan Biden insiste beaucoup. Le plan Biden se déploie le long d'axes qui sont clairement ceux sur lesquels la Chine et Taïwan, au passage, ont pris un poids très important. Je pense notamment aux semi-conducteurs, mais il y a d'autres choses. Donc voilà, on en est là. Et peut-être pour terminer ma partie, on n'est pas sur une forme de commerce mondial qui est profondément transformée, parce que on échange des biens manufacturés. Les pays du Nord, entre guillemets, continuent à importer beaucoup en provenance d'Asie émergente. Et les modes de produits et tout ça d'ailleurs se fait génère un boom, vous l'avez sans doute vu, du prix des matières premières, qui sont vraiment sous une très forte tension. Alors il y a à la fois pénurie de composants, notamment pour l'automobile, qui est le mécano extrême, et pour la production de biens manufacturés. Ce qui fait que on est sur un redémarrage du commerce mondial qui est très carboné aujourd'hui. Ça, faut pas, voilà, il n'y a pas eu de modification. Et peut-être pour juste conclure ma partie, je suis déjà trop long, mais je m'arrête là. Le PIB mondial, c'est encore 80% de carbone. Les sources d'énergie primaires que l'on utilise pour produire les 90 000 milliards de dollars de PIB, qui rejette à peu près 50 gigatonnes de gaz à effet de serre, donc 42-43 gigatonnes de CO2, c'est ça. Eh bien, il y a un mix énergétique qui finalement n'a pas beaucoup bougé. On est à 80% de sources carbone, donc pétrole, gaz et charbon, à part à peu près égal. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est à peu près la même chose il y a 20 ans. Ça s'est même un petit peu accentué avec l'entrée de la Chine et de l'Inde dans le commerce mondial. Voilà. Ce qui veut dire que 2021 sera une année de redémarrage des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez une élasticité qui est très solide entre la croissance du PIB et la croissance des gaz à effet de serre. Cette élasticité est de l'ordre de 0,7. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle n'a pas tellement diminué sur les années passées. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore accélérer la croissance du PIB en décorrélant les émissions de GES. Donc voilà, j'ai un peu planté le décor, je n'ai pas répondu vraiment aux questions, mais maintenant, discutons et débattons.
Justement, merci, parce que c'est très intéressant. On voit que finalement, il y a peut-être pas de véritable inflexion, de changement de paradigme, avec un très fort commerce international, des chaînes de valeur qui vont être, très très diversifiées et donc toujours un impact fort en termes d'émissions de CO2. Mais finalement, si on reste sur les mêmes schémas, on risque aussi d'avoir toujours ces problèmes de souveraineté qui sont ceux certainement sur lesquels vous allez intervenir, Renaud Bellet. Et donc, notamment, je crois que vous avez un tropisme pour les questions, d'industrie et de défense. Et peut-être que sur ces questions, on a un besoin de souveraineté ou du moins un débat autour de la souveraineté avec cette reprise des échanges. Merci Simon. Je pense que oui, alors moi je travaille chez MBDA qui fait des missiles, qui fait partie du groupe Airbus et je suis un économiste spécialisé sur la défense, donc sur l'armement, donc c'est un peu mon tropisme. C'est assez révélateur des questions qui peuvent se poser. La crise a suscité des problèmes parce qu'on a identifié des problèmes d'approvisionnement dans la santé notamment. On s'est rendu compte à quel point le morcellement des chaînes de valeur posait problème, mais je dirais que ça révèle un problème beaucoup plus profond qui touche beaucoup d'industries de souveraineté, notamment dans l'armement, mais ça peut être aussi dans le spatial, où on s'est rendu compte que la mondialisation, il y a un bonheur de la mondialisation, où on a pu réduire énormément les coûts. J'ai en tête l'exemple du textile, où on a réduit 3 à 4 fois le prix des produits, donc qui a permis d'accéder à des produits beaucoup moins chers, mais avec un risque qu'on ne maîtrisait pas complètement. Et en fait, ce qu'on voit même dans le domaine de la défense, c'est que le coût et la contrainte budgétaire est devenu le facteur prioritaire dans les choix. Et on a accepté des internationalisations des chaînes de valeur qui conduisent aussi à des dépendances qu'on n'a pas forcément maîtrisées. Alors, on peut avoir des ruptures d'approvisionnement. Quand tout le commerce s'arrête, ben, on n'a plus de composants qui circulent non plus pour la défense. Hein. Ça peut poser problème quand on a des microprocesseurs chinois ou taïwanais ou des composants américains, par exemple. Mais on voit bien ici que c'est un révélateur d'une limite de la mondialisation qui a été mise en place par les États, qui a été un facteur de création de richesse par la spécialisation et l'économie d'échelle qui sont vraiment fabuleux dans beaucoup de secteurs et qui sont aussi liés à une nécessité qui est liée dans les domaines de haute technologie au coût d'investissement. Quand on voit le coût d'investissement d'une usine de microprocesseurs qui se chiffre autour de 15-20 milliards de dollars pour une usine, on se rend bien compte que le marché il est d'emblée mondial. On ne peut pas fabriquer pour dans 50 usines les mêmes produits. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire tous les microprocesseurs de même type dans ce type d'usine, mais on voit bien dans l'aéronautique qu'on a deux champions, Airbus et Boeing. C'est aussi pour ça. Le coût d'investissement le nécessite. Et on voit quand même que dans l'équation en fait des décideurs publics, eh bien, l'efficacité économique a pris le pas, et bien sûr l'efficacité budgétaire a pris le pas sur l'analyse des risques. Or, dans le domaine de souveraineté, c'est là où on peut voir les risques de manière apparente très clairement. C'est qu'à partir du moment où on sous-traite de plus en plus, on ne maîtrise plus véritablement ses approvisionnements. Je donnerai un exemple, c'est les États-Unis, le Royaume-Uni, lors de la guerre du Golfe contre l'Irak, eh bien, ils avaient abandonné la fabrication de munitions parce que les munitions, bah, il n'y avait pas une grosse consommation à l'époque avant la guerre au Royaume-Uni. Il y avait une énorme production aux États-Unis, puisque le marché est beaucoup plus important et ils s'entraident beaucoup plus aux États-Unis. Et donc, ils ont dit, bah, c'est pas grave, on est très proche des Américains, on a un traité de coopération militaire, donc on va abandonner notre production. En plus, c'est le même fabricant BAE Systems qui est des deux côtés. Pourquoi s'embêter à avoir des usines sous-productives qui tournent à très faible régime au Royaume-Uni, alors qu'on pouvait avoir un complément de production américain. Le problème, c'est que quand se sont déployés en Irak, eh bien, ils ont besoin de munitions parce qu'il n'y avait pas de stock. Sauf que les Américains, bah, ils ont bien sûr donné la priorité à leurs troupes, ce qui est tout à fait logique. Donc, on voit ici que la dimension de souveraineté est un problème qu'on a oublié parce que justement, il y avait une offre très grande mondiale et donc on n'avait pas on avait l'apparence de maîtrise de la situation par la diversité des offres. Sauf que la concentration des secteurs fait qu'on a de moins en moins en fait de diversité de fournisseurs. Et c'est un révélateur justement de la question, quel est le rôle de l'État? Pourquoi peut-il y avoir besoin, non pas une politique industrielle dans tous les secteurs, parce que ça serait un peu une illusion, mais en tout cas dans les secteurs qui sont stratégiques, de comprendre la maîtrise des risques. Et ici, on le voit dans l'exemple des munitions, dans des composants électroniques, par exemple, à partir du moment où on est dépendant, on a un vrai problème. Alors, faut-il revenir sur la mondialisation? Eh bien, comme je l'ai dit, il y a une logique économique et technologique à cette mondialisation. C'est l'économie industrielle 101. C'est vraiment basique. C'est de dire qu'il y a des économies d'échelle et par rapport à la taille d'investissement et au volume du marché, il y a un nombre naturel d'acteurs. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut se passer de dépendance ou est-ce qu'on peut créer de l'interdépendance? Je dirais que si on revient à Adam Smith, quand il parle des biens collectifs, il dit en quelque sorte que c'est la sagesse de l'État que de mettre en place des politiques qui vont parfois à l'encontre du comportement hédoniste des agents individuels
parce que bien sûr, quand on peut réduire ses coûts et augmenter son plaisir, on est toujours très bien. Enfin, on est quand même assez rationnel sur ça. Malheureusement, cette logique qui est plutôt une logique de court terme ne se marie pas avec une logique de long terme. Et donc, on peut sacrifier en fait des compétences technologiques et industrielles sur nos territoires parce que c'est moins efficace aujourd'hui, sans prendre en compte la profondeur de réaction en fait du tissu économique. Et c'est là une question qui s'est posée. Alors, dans les domaines de souveraineté, ça se voit encore plus parce que les enjeux sont beaucoup plus flagrants. Et on voit bien ici que cette notion de vision de long terme et court terme se pose. La notion de sagesse de l'État aussi dans la mise en place de capacités qui sont parfois un peu excédentaires, un peu plus coûteuses, mais finalement, est-ce qu'on a la capacité de rebondir? Et dans le domaine du médicament, c'est ce qu'on a vu. Finalement, on a une logique où en fait, un raisonnement par tranche, de manière pointilliste, a conduit à faire des choix qui étaient tout à fait rationnels, chacun pris indépendamment, mais qui étaient catastrophiques du point de vue collectif, parce que justement, on n'avait plus du tout ce retour. Et donc, on voit ici qu'on a une tendance à une réémergence du rôle de l'État, parfois négative parce que c'est plutôt du protectionnisme ou une vision réactionnaire, si on pourrait dire, de contrôle de l'économie. Mais il y a aussi cette résurgence avec notamment la commission dite géopolitique de Madame von der Leyen, où on veut réintroduire cette notion de maîtrise en fait de notre avenir. Et c'est là où je dirais quelque sorte, la crise va amplifier un phénomène qui est une remise en place d'un État qui est là pour équilibrer les décisions individuelles et aussi se projeter dans un horizon qui est bien au-delà de l'intérêt individuel. Merci beaucoup. Donc, en fait, si on comprend bien, il y a des enjeux de court terme, de long terme. Il y a un rôle très important de la puissance publique, mais dans ces équations, il y a aussi une dimension importante, c'est la dimension des entreprises, la dimension entrepreneuriale. On parle souvent des critères ESG, des critères de l'engagement RSE des entreprises. Et donc, sur ces questions, je pense que Luc Le Sénécal, vous aimeriez rebondir, peut-être pour nous en dire plus. Oui. Merci Simon déjà pour l'organisation. Et je vais essayer de compléter les 3 brillantes interventions sur lesquelles on vient d'assister. Vous parliez tout à l'heure de la Chine. Moi, je parlais de la Normandie. Tout s'explique sur la mondialisation. Quand vous voyez que le coût de transport suite aux méga porte-conteneurs pour aller du Havre à Shanghai, 8700 km, c'est le même prix que d'aller du Havre à Paris en camion. Donc, tout ça explique vous disiez l'essentiel de nos échanges internationaux sont les biens de consommation, les biens manufacturés. Ça représente 90% des échanges internationaux et 80% de la valeur, ces échanges maritimes. Donc, on voit bien d'où vient cette mondialisation. Après, je reviens sur les risques entre entrepreneurs, parce que il y a quand même un phénomène de relocalisation qui n'apparaît pas subitement avant ou post-Covid ou pendant le Covid. Il date de 2010. On a bien vu. Donc je parle d'un exemple bien précis. Ce phénomène, pour moi, remonte à 2010. Donc 2010, c'était quand même il y a quelques années. Et on a bien vu, vous parliez du facteur de risque. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2011, notamment en Thaïlande. Il y a eu des inondations. Donc c'est un facteur de risque humain. Il y a eu quand même 14 000 usines qui ont été arrêtées temporairement. Donc tout ça, c'était avant le Covid. Après, il faut aussi mesurer dans la mondialisation les risques politiques, les risques, et on en voit souvent, la formation, la corruption, la source d'énergie de tout ça, c'est une prise de conscience qui remonte déjà depuis 2010. Pour moi, la Covid est un facteur d'accélération de tout ça. Après, moi, je pense que paradoxalement, il va y avoir dans les 10 prochaines années à la fois un phénomène d'accélération de la relocalisation tout en gardant la mondialisation. C'est-à-dire qu'il y a le paradoxe de la mondialisation qui va rétablir des frontières culturelles et de savoir-faire. Voilà, c'est le paradoxe de la mondialisation. Après, les questions qu'il faut qu'on se pose. J'ai l'honneur de présider l'INMA qui regroupe les métiers d'art et surtout également les 1400 entreprises du patrimoine vivant. Et une entreprise du patrimoine vivant, vous en avez 1400 en France, c'est des entreprises qui détiennent un savoir-faire ancestral rare. Voilà. Et ça fait
une paire d'années que je suis dans la vie active en tant qu'entrepreneur et c'est pas hasard si, Saint-James qui fabrique, essentiellement en France, dans notre usine de production à Saint-James, près du Mont-Saint-Michel, 360 personnes, on exporte quand même 40 de ce qu'on produit en France, dans le textile qui est, comme vous le disiez, hyper concurrencé. Parce qu'on est aussi une entreprise du patrimoine vivant avec un savoir-faire. Et au fait, pour moi, on m'a toujours appris et j'ai toujours vécu qu'exporter, c'est exporter une différence. Alors, on ne peut pas le faire par le prix, on le fait par le savoir-faire qui résulte d'une qualité de produits différents. Vous portez une marinière Saint-James et je vous remercie. Les marinières Saint-James, elles valent 59 €. Les marinières made in ailleurs, vous en avez à 19 € ou 9,90 €. S'il n'y a pas une différence qualitative entre cette marinière-là et l'autre marinière, c'est que j'ai tout faux. Si vous acceptez de l'acheter 59 €, c'est qu'il y a quand même une différence qualitative. Moi, j'espère. Voilà. Donc tout ça. Après, il faut se poser et c'est la jeune génération le nouveau consommateur qui veut savoir où c'est fait, par qui c'est fait, comment c'est fait. Bon, on a parlé du carbone, l'empreinte carbone, etc. Après, c'est aussi un choix sociétal. Quelle est la différence? C'est le coût du travail, essentiellement dans nos pays, mais qu'est-ce qu'il y a à côté du coût du travail? Il y a la protection sociale, on l'a bien vu, bah, on est quand même un des pays européens où on ne paye pas le vaccin. On se fait vacciner, c'est gratuit. Enfin, je ne veux pas vous expliquer le coût de la vaccination, je suis incompétent là-dessus, mais je pense que ce n'est pas gratuit, hein, vu la concurrence qu'il y a eu sur la chaîne des. Voilà, donc c'est vraiment un choix de sociétal. Par contre, je crois beaucoup en l'avenir. Il y aura en l'avenir de relocalisation. Et au fait, ça va être la technologie, ça va être la robotisation. Et il y a 3 facteurs pour moi qui sont importants. C'est le développement, vous allez rire, mais toute la génération des étudiants le connaissent, c'est l'ordinateur, les téléphones portables. Après, c'est le e-commerce. Alors, soit on s'enferme, on supprime le e-commerce, et puis on vend qu'en France, mais le e-commerce est un phénomène qui va se développer, donc ça va dans le sens de la mondialisation. Mais à contrario, l'arrivée de la 5G, tout le monde rigole en disant la 5G, ça va être pour voir des films dans les ascenseurs, mais on s'en fout de ça. La 5G, ça va permettre aux entrepreneurs, aux entreprises, à Saint-James, de robotiser des tâches qu'on ne pouvait pas faire, voilà, pour redevenir compétition. Donc, en fait, la technologie va aider aussi à cette relocalisation. Mais avant tout, c'est un choix de société. Il faut bien en parler et mettre en avant surtout le savoir-faire français. Comme il y a d'autres savoir-faire, ben, la meilleure pizza, c'est pas forcément en France qu'elle est la meilleure. Bon, bah, il faut aller la chercher là où elle est. Voilà, ben, c'est pareil pour les produits manufacturés. J'ai pas été trop long? Du tout, non, c'était très intéressant, merci. Et justement, vous avez beaucoup accentué sur ces questions de relocalisation et la seconde partie de la conférence, est un peu structurée autour de questions plus directes pour justement réfléchir à comment échanger plus durablement. Et sur cette question, de relocalisation, c'est celle sur laquelle j'aimerais vous faire rebondir, Isabelle Méjean, pour savoir si finalement vous seriez pour ou contre une plus grande relocalisation des activités à l'avenir? Alors, c'est une question à laquelle, je ne vais pas très bien répondre parce que d'abord, pour ou contre la relocalisation, ça ne veut rien dire. Relocaliser, c'est pas quelque chose qui se décrète. On ne va pas décider de relocaliser. Relocaliser, ça veut dire faire des investissements productifs sur le territoire national. Et donc, ces investissements productifs, soit on dit on tire l'argent, d'une baguette magique, soit on est un peu pragmatique et donc ça nécessite de décider sur quoi on investit, quels investissements on privilégie et donc quel type de relocalisation on souhaite, cibler. Donc concrètement, hein, juste pour donner des ordres d'idées, le plan relocalisation du plan de relance qui est historique, le volet relocalisation, c'est 1 milliard d'euros pour des investissements de relocalisation en France. Tout à l'heure, on a donné un ordre d'idée, une entreprise, enfin une usine de production de missiles, je crois, je ne sais plus ce que c'était, c'est 15 milliards d'euros. Voilà. Donc avec 1 milliard d'euros, on ne relocalise pas l'intégralité des choses qu'on importe de l'étranger. Donc il y a une question très importante qui est celle du ciblage. Qu'est-ce qu'on veut relocaliser? Et donc, évidemment, sous-jacent, c'est la question du motif. Pourquoi est-ce qu'on veut relocaliser? Quels sont les motifs qui vont nous faire préférer une production nationale plus chère plutôt qu'une production qui serait très dépendante de l'étranger.
Et donc, je reviens là sur les questions, je pense que ça boucle bien avec à la fois ce que j'ai dit au début et ce qui a été évoqué. Il y a la question de quel type de risque on est prêt à supporter et quel type de risque on n'est pas prêt à supporter. Évidemment, quand on s'engage dans un conflit militaire et qu'on n'a pas de munitions, c'est problématique. Quand on fait face à une pandémie et qu'on n'est pas capable de produire des antibiotiques, c'est problématique. Mais ces questions de souveraineté, donc qui sont des questions très standards de la politique industrielle, hein, c'est vraiment pas du tout nouveau. Ce qui est peut-être un peu nouveau aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à étendre beaucoup le champ de la souveraineté économique. Et donc là, il y a toujours un peu une tension, hein, parce que très rapidement, bah, tout devient stratégique et la limite entre la souveraineté et le protectionnisme est très fine. Donc c'est pour ça que moi, j'ai tendance à être toujours un peu méfiante avec ces arguments de souveraineté économique. Je pense que c'est très important d'être transparent à la fois sur les critères et sur les objectifs et aussi se donner des objectifs parce que dire on va relocaliser l'industrie pharmaceutique en France, si on ne dit pas ex ante quel est le pourcentage de médicaments ou quels sont les médicaments qu'on veut absolument produire en France, on a finalement des annonces qui ne vont avoir aucune conséquence. Donc je pense que c'est très important de mettre en avant à la fois les critères, les objectifs, les raisons et encore une fois, les raisons de risque, de souveraineté sont tout à fait légitimes et rentrent dans le champ, disons, des instruments de politique industrielle standard. Et le dernier point dont on a finalement pas tellement parlé, c'est plutôt les motifs de type écologique, hein. On a beaucoup parlé résilience, un tout petit peu moins environnement et donc je pense que c'est utile de rebasculer un petit peu. Et là, pour le coup, moi, je suis tout à fait sceptique, pour le moins, sur le rôle des relocalisations comme outil de soutien à la politique environnementale. Et la raison pour laquelle je suis très sceptique, c'est parce que c'est très peu clair, à la fois pour le spécialiste d'économie internationale que je suis et pour le consommateur citoyen qui souhaite consommer plus vert. C'est vraiment à mon avis, complètement irréaliste de penser que, on est capable de cibler des relocalisations qui seraient vertes. Parce qu'aujourd'hui, définir le contenu en carbone d'un bien et d'un bien qui est importé, c'est extrêmement difficile. Donc dans ce contexte, à mon avis, l'instrument relocalisation est probablement un des pires instruments qu'on peut imaginer. Et par contre, on a un instrument qui fonctionne déjà, qui fonctionne très bien en théorie et qui fonctionne très bien déjà en Europe, c'est l'instrument de la tarification du carbone. Le problème central du transport international, c'est que ça coûte pas assez cher de transporter par bateau, ça coûte pas assez cher non plus de transporter par camion aujourd'hui, hein. Le gros de notre commerce, c'est en Europe et le gros de notre commerce, c'est par transport routier. Et ce transport routier, il est insuffisamment cher parce que le secteur du transport n'est pas couvert par les marchés carbone en Europe. Donc voilà, la question, c'est de la relocalisation ciblée. La réponse à votre question, c'est de la relocalisation ciblée, pourquoi pas, mais je pense qu'encore une fois, il faut être très transparent sur les objectifs. Et puis, deuxièmement, de la relocalisation verte. Je pense qu'on a un instrument, hein, en économie, on aime bien, réfléchir à quels instruments pour quelle efficacité. Je pense que l'instrument, tarification du carbone, il a prouvé son efficacité. Il y a besoin d'étendre très largement les marchés du carbone en Europe. Ça se fera pas tant qu'on n'aura pas une taxe carbone à l'entrée, de l'Europe en accompagnement de l'extension des marchés carbone. Je pense que c'est très important de le souligner parce que souvent on entend dire que la taxe carbone, c'est à l'entrée de l'Europe, c'est la solution magique. Non, c'est pas la solution magique. C'est une solution complémentaire à la tarification du carbone en Europe, qui est la seule manière finalement de donner accès aux citoyens consommateurs à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une sorte de transparence sur le contenu carbone de leur consommation et c'est la seule solution pour finalement réorienter la consommation vers ce qui est peu riche, disons, en CO2. Merci beaucoup. Et justement, ça fait la transition parfaite avec la question qu'on voulait poser à Jean-Luc Proutat, puisque vous l'avez dit, finalement, les relocalisations seront peut-être pas la meilleure solution pour cibler une mondialisation plus écologique. Elle risque d'être compliquée, que ce soit en termes de transparence ou en termes de réalisation. Et donc, finalement, est-ce que la meilleure solution,
ce ne serait pas d'avoir une taxe verte, une taxe carbone à la frontière de l'Europe? Et donc c'est cette question qu'on voulait vous poser, Jean-Luc Prota. Est-ce que vous seriez pour ou contre une taxe verte à la frontière de l'Europe? Je vais faire un peu la même réponse, c'est-à-dire plutôt que pour ou contre, la vraie question, c'est la faisabilité de cette taxe, hein. Il me semble que c'est vraiment et d'ailleurs son degré d'acceptabilité, on a vu qu'une taxe carbone, et ben, elle est supportée forcément par quelqu'un, hein. Alors soit c'est, l'entreprise, soit c'est le consommateur, soit ça se partage un peu entre les 2, soit c'est plus ou moins aussi, on va dire, piloté par l'État. Et aujourd'hui, lorsqu'on évoque ce sujet, bon, alors évidemment, on a tous un peu en tête, la révolte des gilets jaunes, bon, mais quelque part, les bonnets rouges, pour ceux qui s'en souviennent, c'était exactement la même chose, et c'était il y a pas si longtemps. Donc la question de la taxe carbone, tout de suite, on a à l'esprit finalement, comment est-ce qu'on répartit la charge, hein? Et comment est-ce qu'éventuellement on la compense? Et on peut avoir alors en tête des systèmes d'incitation, ou de compensation, hein, pour aider finalement, faire en sorte notamment que ceux qui sont très dépendants du carbone, donc qui ont besoin d'utiliser leur voiture et qui peuvent pas comme ça, évidemment, en changer si facilement, soient compensés d'une manière ou d'une autre. C'est ça la question. L'autre question, c'est qu'une taxe carbone aux frontières de l'Europe, ben, vous avez quand même des États qui ne la subiront pas de la même manière que d'autres, hein. On sait très bien qu'il y a des États qui sont quand même plus dépendants du carbone que d'autres. Ça renvoie au choix énergétique qui a été fait par les uns et les autres. Hem, mais oui, ça reste un instrument. De toute façon, c'est pas sorti du débat. Je pense effectivement que c'est un très bon outil, on va dire, alors j'aime pas le terme relocalisation, mais c'est clairement ça. C'est-à-dire que on parlait des avantages, en termes de coûts salariaux, mais il y a aussi un énorme avantage comparatif, en termes évidemment de process, et de normes environnementales qui accompagnent le process. L'Inde, bon, actuellement, c'est, le 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 leader mondial du stockage de données informatiques, d'accord? C'est réfrigéré avec, du charbon. Bon, ça coûte pas cher le charbon. L'Inde s'électrifie largement au charbon. Donc si on taxe, en carbone, notamment des produits ou des services venant d'Inde, eh bien, bah, là, on retombe à nouveau dans ce débat-là, c'est les géants du numérique auront probablement en fait des prestations qui leur reviendront plus chères. Que font-ils? Comment est-ce qu'on répartit la charge? Donc oui, mais voilà la question de la faisabilité. C'est vrai que réintroduire aussi un vrai marché d'échange de droits carbone dans l'UE, qui jusqu'ici a été quand même pas très efficace, serait, absolument indispensable pour avancer, sur les 2 pieds. Hein, je suis tout à fait d'accord avec ça aussi. Merci beaucoup pour votre réponse. Et donc justement, cette question d'un retour du marché carbone ou de la fiscalité, elle va poser la question d'une véritable politique industrielle à l'échelle européenne. On parle de taxe verte à l'échelle européenne ici. Finalement, la politique industrielle européenne, elle a donné un primat historique à la politique de la concurrence. On a des politiques plus proactives, mais seulement à l'échelle nationale. Et donc finalement, est-ce que vous seriez, Renaud Bellet, vous, pour ou contre une politique industrielle, mais à l'échelle européenne? Merci Simon. Alors moi, je peux parler d'environnement parce que c'est un sujet, dans l'armement qui ne nous concerne pas tellement. Heu, mais, ce qui est certain en tout cas, c'est que, c'est pas tellement le commerce qui pose problème dans les questions d'environnement, c'est aussi les questions de conception des produits, d'usage des produits et je pense qu'ici, il y a beaucoup d'incitations publiques qui peuvent être portées pour favoriser des meilleures pratiques, des investissements. Bon, on parle des incitations positives ou négatives, hein, on peut sanctionner les gens pour le mauvais comportement, on peut faire des interdictions. On l'a fait pour les ampoules, hein, sur les LED par exemple. On a imposé en fait aux gens une consommation qu'ils ne voulaient pas faire parce qu'ils voyaient un coût d'achat et pas un coût d'usage, par exemple. Bon, je pense que ça, c'est un domaine qui est intéressant. Et ça m'envoie à une vision plus globale de la stratégie industrielle. En fait, il faut éviter, comme le disait Isabelle, en fait, que les bonnes intentions cachent de mauvaises pratiques, à savoir du protectionnisme, parce que, en fait, travaillant dans l'industrie depuis un certain temps, dès qu'on demande aux gens si leur activité est stratégique, je ne connais personne qui m'a dit que c'était pas stratégique. Donc, c'est très rapidement problématique. Par contre, il y a des domaines de compétences, des savoir-faire, des technologies, des outils industriels qui sont utiles et qui sont parfois, utiles aux politiques publiques et c'est là où l'accent peut être mis. Je pense qu'il y a un problème d'identification, on ne peut pas tout faire chez nous.
parce que c'est pas logique, même du point de vue économique et pas rationnel du point de vue budgétaire. Par contre, il faut quand même conserver des compétences pour être capable de redéployer aussi l'outil industriel en fonction des besoins. Et c'est un peu une forme de résilience dans la profondeur de l'outil économique qui ici pose question, parce que quand on abandonne des pans entiers d'activité, au bout d'un moment, on ne peut plus reconstituer les activités. Donc il n'y a pas de graines sur lesquelles on puisse construire quelque chose. Et je pense qu'il là, il y a un vrai travail à faire avec les secteurs pour savoir ce qui est vraiment les compétences qui sont importantes pour ça. Hem, on le voit dans les semi-conducteurs et les microprocesseurs, hein. L'Union européenne a annoncé un plan de 10 milliards d'euros sur les microprocesseurs, ce qui est très bien parce que c'est un domaine sur lequel on a beaucoup décru. On a quelques champions, mais très peu par rapport aux grands champions. Mais quand on voit que les Taïwanais vont investir 100 milliards sur une période à peu près similaire pour développer leur outil de production, on voit bien qu'on est très en deçà, en fait, d'une concurrence frontale. Par contre, on peut maintenir dans certains domaines, pour certaines compétences, un vrai savoir-faire. Et aussi, et cela c'est une dimension que j'avais évoquée mais que je n'ai pas développée, c'est la notion d'interdépendance. Là, en fait, on a souvent délocalisé, véritablement. Donc, on s'est débarrassé de production, parfois parce qu'on n'est pas aussi investi dans le passé, dans l'automobile, par exemple, ou dans le secteur de la métallurgie. Bon, on l'a sous-investi pendant des années, peut-être parfois à dessein, pour se débarrasser d'un outil dans des pays qui étaient plus chers, avec des contraintes sociales et sociétales beaucoup plus importantes. Mais on voit bien ici que il faut sélectionner sur la chaîne de valeur des maillons qui nous semblent essentiels, qui sont des maillons qui permettent de reconstituer une partie des chaînes de valeur en cas de problème. Et ça veut dire aussi qu'on va créer de l'interdépendance. Et je pense que dans la défense, c'est une question importante. Antoine Bouvier intervenait il y a quelque temps, le directeur de la stratégie d'Airbus, pour parler de la relation avec les États-Unis, en disant on est dépendant des États-Unis pour certains composants, notamment dans la défense, mais on peut aussi créer de l'interdépendance en leur apportant nous-mêmes des composants qui seront essentiels à leurs produits. Et ça, c'est une logique qu'on avait abandonnée. On a en fait subi la mondialisation, on a accepté de perdre des compétences sans choisir des maillons qui nous permettraient de donner un pouvoir en fait dans les rapports internationaux, notamment quand ces rapports économiques se transforment en rapports de force. Et ça, c'est une vraie dimension importante. Donc, il ne faut pas tout faire chez nous. Il faut savoir faire certaines choses, reconstituer des compétences. Et c'est une évolution véritablement de la façon dont on peut penser la politique industrielle. C'est pas la politique industrielle des 30 glorieuses, ce n'est pas une politique protectionniste qu'on a pu la vivre dans les années 30, par exemple. C'est repenser notre positionnement sur l'ensemble des chaînes de valeur et voir là où on peut apporter aussi des compétences. Même dans des produits, parfois qui sont pas très technologiques, on se rend compte que, bah, quand on est bien positionné dans une chaîne de valeur, on ne va pas tout faire en France, mais on est capable de garder des compétences. Je pense à SEB, un domaine, que j'ai un peu, regardé à une époque, hein, on fait des produits qui sont beaucoup plus chers en Bourgogne, parce que SEB, hein, c'est bourguignon, parce que ces produits ont une valeur ajoutée et le savoir-faire aussi. C'est pas que la technologie, c'est aussi un savoir-faire des ouvriers, parfois qui est parfois intangible. Moi, dans le spatial, dans l'industrie de défense, dans l'aéronautique, il y a des gens qui apprennent, qui sont des compagnons, qui ont un vrai savoir-faire. Et même quand on délocalise, ben, on n'est pas capable de produire au même niveau. Moi, je l'ai vu dans des localisations en Chine, en Roumanie ou dans d'autres pays, ça pose des problèmes. Et ça, savoir identifier ces maillons, qu'ils soient technologiques, industriels au sens productif ou au savoir-faire, ça permet aussi de se dire, ben, on est dans une interdépendance qui permet d'équilibrer les rapports entre les acteurs et qui permet d'avoir aussi une certaine résilience en cas de problème. Une fois qu'on a l'interdépendance ne suffit plus, on peut quand même redévelopper l'outil industriel et c'est pas relocaliser, c'est le redévelopper différemment. Merci. Et donc, au final, on a beaucoup parlé justement de ces questions de relocalisation, de chaîne de valeur et donc finalement des activités. Mais une dimension qui est peut-être aussi très intéressante et sur laquelle on aimerait faire réagir Luc Le Sénécal, c'est justement sur la question pas non seulement de la relocalisation des activités, mais aussi de la relocalisation des ventes. Et finalement, après une tendance un petit peu made in France, est-ce que le sold in France ou le sold in là où le pays, là où le produit est produit, serait quelque chose qui pourrait être une solution pour la durabilité des échanges? Merci Simon pour cette question pas facile. Juste avant, je veux revenir parce que je partage ce que vous disiez au niveau de compétences. Et je pense, et je répondrai tout de suite après à la question, mais la compétence, on l'a bien vu, il faut tirer les leçons de la pandémie. Pour moi, ça va passer par une concentration horizontale. On l'a bien vu. Je prendrai 2 exemples. Les masques. Pour la première fois, le tissu
enfin sans jeu de mots, le textile, l'activité textile s'est unie pour fabriquer des masques. On a découvert des entreprises, parfois concurrentes ou complémentaires des unes des autres, qui ne se parlaient pas. Ça fait 100 ans, 50 ans, 30 ans qu'elles existent, elles ne se parlaient pas. Là, elles ont été obligées de se parler, parce qu'à un moment, il y a eu pénurie de tissus, il y a eu pénurie d'élastique, donc il y a eu une banque d'échanges, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a connu après pour le gel hydraulique. Il manquait de flacons, après il manquait de bouchons, etc. Tout ça, c'est une solidarité qu'on doit maintenir, et j'appelle ça l'horizontalité. Et après, il y a la verticalité. Je prendrai 3 exemples qui sont un petit peu un domaine que je maîtrise un peu plus, le textile. C'est la reconstitution de filières. Vous avez le lin. Vous prenez la France, la Normandie, c'est la première production mondiale de lin. Et quand moi, je veux fabriquer des vêtements en lin, le lin, il est récolté en Normandie, envoyé en Chine et revenu ici. Donc, il manque des maillons. Hein, il faut récolter le lin. Puis après, il faut filer le lin. Il manquait une filature. Donc, reconstituer une filature en Normandie, par exemple. Mais je prends l'exemple de la Normandie, mais c'est valable pour le reste. Et moi, je suis au bout de la chaîne, je prends le fil et je le tricote. Donc déjà, on peut faire ça avec le lin, on peut faire ça avec le chanvre, et on peut faire ça également avec la laine française. Hein, et tout ça, c'est un choix de filière. Donc, via l'horizontalité et la verticalité, on peut y arriver. Après, il ne faut pas être utopique. Et je rigole beaucoup quand certains veulent faire repousser du coton en France. Non, après, il faut aller chercher le coton là où il est. Enfin, il ne faut pas non plus être idéaliste. Ensuite, non. Bien sûr, on peut privilégier, pour répondre à votre question, les circuits courts, c'est-à-dire produisez court, et on le voit bien dans l'agroalimentaire, on voit bien tous ces circuits courts. Mais il faut aussi, plus il y aura de relocalisation, plus il y aura de la mondialisation, des échanges. Non, sinon on supprime Internet. OK, on ferme Internet. Parce que maintenant, instantanément, quand vous avez un... Je prendrai un exemple très concret. Il y a eu, quand on ouvre une nouvelle boutique, on fait un petit pot d'inauguration. On a fait l'autre jour, on a ouvert une boutique. Il était 22 heures. C'était un truc un peu exclusif. Bon, bah, avant que ça paraisse dans la presse le lendemain, les Chinois qui avaient suivi ça par Internet, ou les Chinois ou les Asiatiques, ont communiqué sur l'information qu'il y avait une nouvelle boutique, un nouveau truc. Donc, on va pas fermer les frontières. Donc oui, pour les circuits courts, mais il faut aussi garder notre... On a la chance d'avoir un savoir-faire français, il faut aussi l'exporter. Les échanges, ça va dans les deux sens. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Et finalement, ce qui est très intéressant, parce que ça fait aussi parfaitement la transition avec la conférence d'après, c'est que en parlant de mondialisation, on a parlé de transition écologique, de e-commerce, d'internet et de compétences. Et je crois que c'est des sujets qu'on va aborder justement dans la troisième conférence. Mais avant tout, merci beaucoup pour votre présence, pour vos interventions et très bonne soirée.